Monsieur le Président, Monsieur le Recteur, Monsieur le Secrétaire général, cher Louis Gauthier, chers amis, je suis particulièrement heureux d'inaugurer ce soir ce nouveau cycle de conférences de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains de la Sorbonne, d'autant qu'elle est consacrée cette conférence à la Chine, qui est un pays où depuis maintenant une dizaine d'années, je me rends à peu près tous les mois, voire 2 fois par mois, avec toujours le même intérêt pour non seulement, bien sûr, visiter les grandes villes de la Chine, mais essayer de pénétrer ce pays complexe, grand, changeant, et essayer de mieux comprendre comment notre vie va changer. Si l'on veut essayer de mesurer l'importance du sujet que nous allons évoquer ce soir, il suffit de se rappeler, pour la génération qui m'a précédé, celle de mes parents ou ma propre génération, quel a été l'impact des États-Unis sur notre imaginaire, nous jeunes Français, dans les années 50, 60. Notre vie a été marquée sur le plan culturel, sur le plan artistique, sur le plan du mode de vie, sur le plan économique, par ce qui venait des États-Unis. Alors essayons de nous projeter dans les prochaines années. La vie de nos enfants sera sans doute de la même façon marquée du point de vue de l'imaginaire, du point de vue des modes de vie, du point de vue des pratiques, du point de vue de la complexité des enjeux du monde par l'influence de la Chine dans ce passage de témoin, ce télescopage de la puissance qui se produit en ce moment sous nos yeux. Alors il y a quelques mois, le président de la République a tenu à quelques pas d'ici, dans le grand amphithéâtre, un discours exigeant pour nous parler d'Europe, pour résumer une ambition forte, celle de refonder l'Union européenne dans un monde qui est soumis à des mouvements contradictoires, avec le mouvement ascendant des puissances de demain et le lent déclin des puissances d'hier. En quelques années, en effet, le monde a basculé vers l'ensemble asiatique, dominé par la puissance chinoise. Les nouvelles modalités de partenariat, d'ouverture et d'équilibre économique entre la France et la Chine ont d'ailleurs été au cœur des entretiens récents entre nos 2 dirigeants dans la continuité est importante pour nous comme pour les Chinois, dans la continuité du partenariat stratégique qui a été noué en 2004 à l'initiative de Jacques Chirac et du président Hu Jintao. Tout nous montre que l'ascension chinoise sera la grande question des 30 prochaines années. À l'heure où notre attention se porte quotidiennement sur les incertitudes américaines, il faut avoir conscience que nous entrons dans une période de tension très vive avec la Chine. Cela concerne au premier chef les États-Unis, bien sûr, qui jouent le jeu de la confrontation commerciale et diplomatique, mais la tentation du durcissement ne s'arrête pas là, elle habite aussi d'autres grands pays. Je pense à des pays comme l'Inde, comme l'Australie, ou d'une manière différente, des pays comme l'Allemagne, qui a souhaité, avec la France et avec l'Italie, un contrôle renforcé des investissements étrangers, notamment chinois, dans certains secteurs stratégiques. Alors nous devons, dans ce contexte, être lucides sur les évolutions de l'ordre international. Après un XXe siècle américain, le XXIe siècle sera chinois. Face au risque croissant d'une bipolarisation du monde, la question est de savoir si la Chine est capable de construire un modèle original, un modèle nouveau de puissance. En tant qu'Européens, notre intérêt est bien sûr de l'accompagner dans l'émergence de cet ordre multipolaire, d'abord en comprenant mieux la réalité de la puissance chinoise, ensuite en inventant une nouvelle forme de partenariat avec ce pays. Ne soyons donc pas passifs, soyons actifs, soyons même leaders dans la construction de ce nouvel ordre multipolaire. Alors mon premier message ce soir, ce sera de souligner l'originalité et la force du modèle chinois qui entend s'ériger en modèle alternatif sur la scène internationale. Ce n'est pas le simple jeu d'une puissance qui avance, c'est un véritable modèle en rupture avec
l'ordre international que nous avons connu, qui est en train de s'affirmer sur la scène mondiale. Alors, il ne faut pas perdre de vue que l'ascension de la Chine, c'est d'abord la renaissance d'un géant blessé. Je dis bien d'un géant blessé parce qu'on redécouvre l'importance depuis quelques années de ces blessures du monde émergent, blessures comme moteur de la reconquête pour nombre de pays. C'est vrai de la Russie, c'est vrai de la Chine, c'est vrai également de puissances de moindre importance, mais qui cherchent une place dans la mondialisation. Je pense à des puissances comme l'Algérie. Ces blessures constituent véritablement le moteur d'une reconquête de leur position internationale. La Chine a retrouvé confiance en elle après un siècle et demi d'effacement dans le jeu des puissances. Pour bien comprendre le rythme et l'étendue de ce phénomène, il faut d'abord, comme toujours, se tourner vers l'histoire. Le général de Gaulle rappelait, et les diplomates ont tendance parfois à l'oublier, que la diplomatie, c'est la conjonction de deux facteurs, l'histoire et la géographie. Donc ces données très simples, il faut s'y reporter. L'effacement séculaire de la Chine a été le fruit des humiliations imposées par les puissances européennes et par les puissances asiatiques dès 1842, qu'il s'agisse des traités inégaux, qu'il s'agisse de l'ouverture forcée du marché chinois ou encore du dépeçage de la Chine par les concessions internationales inscrites dans les mémoires et inscrites aussi dans les paysages, à Dalian, à Qingdao, à Tianjin, à Hong Kong, à Macao et bien sûr à Shanghai. S'y sont ajoutées les brutales conquêtes japonaises du Shandong et de la Mandchourie. De cette profonde blessure, la Chine a fait le ressort de son ambition des dernières décennies, d'abord en restaurant son indépendance politique à partir de 1949, ensuite à travers le miracle chinois depuis la fin des années 70. La nation chinoise, elle tire une fierté immense de s'être redressée toute seule en multipliant son produit intérieur brut par 30 en moins de 30 ans et en sortant 700 millions de Chinois de la pauvreté. Alors, je rappelle ces chiffres très simples, il faut bien mesurer ce qu'il y a derrière, car nous sommes souvent tentés, nos médias sont souvent tentés en Occident de jugements à l'emporte-pièce sur la Chine. Il faut voir que derrière la nouvelle réalité chinoise, il y a des réussites, des succès qui sont colossaux. Sortir 700 millions de personnes de la pauvreté, c'est une ambition qui vaut bien la tentative qui est la nôtre depuis maintenant un certain nombre de décennies de sortir 5 à 6 millions de personnes du chômage. Eux, ils y sont arrivés. Donc il faut apprécier ce qu'apporte ce modèle. Ce n'est pas un modèle pour en causer. C'est un modèle qui se traduit par des résultats concrets en Chine. Alors, fort de ces succès, la Chine reprend confiance en son avenir. Et ça, c'est la grande leçon du 19e congrès du Parti communiste chinois qui s'est tenu, Louis Gauthier le rappelait, en octobre dernier, avec 3 signaux principaux. Premier signal, la Chine est de retour et le président Xi Jinping est à la barre. Sa pensée, et ça c'est un élément qu'il faut bien souligner, est désormais inscrite dans la charte du parti, à l'égard seulement de celle de Mao, c'est une nouveauté. La pensée du nouveau président est inscrite au fronton du parti chinois au même niveau que celle de Mao Tse-tung. Deuxième signal fort de ce 19e congrès, le parti communiste, manifeste son resserrement autour d'une feuille de route très claire jusqu'en 2049, qui sera l'année du centenaire de la République populaire de Chine. Troisième signal, la Chine marche d'un pas sûr, ce qui tranche avec la discrétion qui avait été formulée par Deng Xiaoping en 1991. Nous sommes loin de la devise d'une Chine, je cite Deng Xiaoping, cachant ses capacités et se gardant de prétendre au leadership. On oscille encore aujourd'hui, quand on se rend en Chine et qu'on parle avec des officiels chinois, en permanence entre ces deux langages. Le premier langage qui est celui d'une certaine forme d'humilité, nous sommes encore un pays sous-développé, et un langage plus affirmatif qui se développe, qui est celui, et oui, nous sommes maintenant
une grande puissance, pour ne pas dire, dans certains cas, la grande puissance. Au cœur de l'identité chinoise, il y a, et c'est important à rappeler, 3 peurs fondamentales. Et j'insiste là-dessus, de plus en plus d'ouvrages, et encore récemment, l'excellent ouvrage de Nicolas Bavrez vient rappeler l'importance des passions dans les relations internationales. Les relations internationales, ce n'est pas juste le choc des puissances, c'est aussi le choc des passions, et en particulier les peurs. Les peurs, c'est vraiment le moteur de l'histoire, on ne le dira jamais assez. Je me suis penché pendant de nombreuses années sur l'histoire de Bonaparte, Napoléon. La peur constitue le moteur de l'aventure humaine, de l'histoire contemporaine et de la vie des nations, et c'est particulièrement vrai également en ce qui concerne la Chine. Première peur, c'est l'angoisse de l'éclatement qui menace son unité politique et son unité sociale. En Chine, l'efficacité du pouvoir se mesure à l'aune de son aptitude à construire ou à maintenir l'unité du pays. Et cette vision, elle prend racine dans la hantise de la fragmentation qui a pu traverser l'histoire chinoise et former son imaginaire. Cette obsession, elle remonte très loin, elle remonte à l'Antiquité, avec la période Chunqiu, marquée par les divisions politiques qui sont évoquées par les annales des printemps et automnes. Et cette peur, elle perdure jusqu'aux factions des seigneurs de la guerre autour des années 20 ou aux confrontations du Kuomintang et du Parti communiste plus récemment. L'angoisse de l'unité, elle se retrouve également dans une culture qui est éminemment centralisatrice, incarnée par le poids historique de Pékin, de la cité interdite impériale, jusqu'au siège du Parti communiste. Ce centralisme est l'instrument d'une unité territoriale qui est garantie par l'État. On le voit tout particulièrement dans la sensibilité qui s'affirme aux questions de souveraineté et de stabilité des frontières. Alors c'est notamment vrai dans les provinces de l'Ouest, où les mouvements sécessionnistes font l'objet d'une surveillance très étroite. C'est vrai également aux périphéries de la Chine, avec les débats intérieurs sur l'indépendance de Taïwan ou les revendications d'autonomie de Hong Kong, officiellement soumises à la doctrine de 1997, un pays, deux systèmes. Et on voit souvent, dans le traitement médiatique, traiter cette question de Hong Kong ou de Taïwan avec une certaine forme de légèreté, en affirmant qu'il faut bien sûr prendre en compte les évolutions, la demande d'un certain nombre de communautés, de peuples, sur la nécessaire affirmation de plus de liberté. Il faut bien voir que du côté de Pékin, cette question, elle pose la question fondamentale et donc vitale, qui est celle de l'unité de la Chine. Et l'unité de la Chine, pour les dirigeants chinois, ce n'est pas une question accessoire, ce n'est pas une question marginale, c'est une question qui engage tout l'avenir de ce pays. Alors c'est aussi vrai, la sensibilité aux questions de souveraineté et de stabilité, c'est aussi vrai des questions maritimes qui sont en but à des contentieux historiques sur la souveraineté chinoise en mer de Chine, sont questions particulièrement sensibles également, notamment sur les îles Spratly et Paracel pour la partie méridionale et pour la partie orientale, les îles Diaoyu ou encore, telles que les Japonais les appellent, les îles Senkaku. Deuxième angoisse fondamentale, c'est la peur du barbare. Alors depuis des millénaires, la Chine a construit sa sécurité face au peuple des steppes. Le repli chinois est une réponse aux incursions qui sont venues du dehors, de l'invasion mongole à l'ingérence européenne, puis à l'impérialisme des États-Unis. L'obsession de la sécurité par rapport aux barbares fut principalement matérialisée sous la dynastie des Ming avec le développement de la Grande Muraille de Chine. Historiquement, l'effort d'inclusion du barbare est la seconde réponse au risque d'invasion. On l'écarte dans un premier temps, mais on cherche aussi à l'assimiler, à l'avaler, et ce fut toute l'ambition de la route de la soie que d'intégrer l'étranger d'Asie centrale et d'Europe à tout un réseau d'échanges et de communication. Politiquement, cette intégration s'est faite avec l'avènement de plusieurs dynasties barbares, comme les Yuan de Mongolie ou les Qing de Mandchourie, vite incorporées à la civilisation des Han. De ce passé, la Chine a hérité le souci permanent de la défense de toutes ses frontières et le mythe de la Grande Muraille, y compris, on le voit aujourd'hui, de la muraille digitale et spatiale. À la suite de l'URSS,
Elle a repris le flambeau de puissance concurrente face à l'hégémonie aérospatiale des États-Unis. Depuis les années 2000, elle a considérablement développé son programme Shenzhou avec l'exécution du premier vol spatial habité en 2003 et la publication en 2016 d'un livre blanc exposant les projets de mission vers la Lune et vers Mars d'ici à 2020. On le voit de même dans un autre secteur particulièrement sensible, avec la maîtrise d'Internet qui réinvente sous forme immatérielle le mythe de la frontière. J'étais invité il y a quelques semaines à assister au Forum mondial d'Internet qui s'est tenu à Shenzhen, près de Shanghai. Tim Cook, le PDG d'Apple, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, étaient tous les deux présents. Ils sont les symboles de la rivalité technologique qui s'affirme de plus en plus entre la Chine et les États-Unis. Dans ce jeu d'affrontement entre les géants du numérique, la Chine cherche moins à dominer qu'à assurer son autonomie au travers de champions comme Alibaba, comme Tencent, dans le commerce en ligne et la communication. Elle vise également à s'assurer de la maîtrise de ses données et d'un cloud souverain. Dernière peur qu'il faut rappeler, c'est celle du manque qui est au cœur de sa stratégie d'internationalisation. La Chine, en effet, est habitée par une inquiétude viscérale de l'épuisement des ressources stratégiques, notamment énergétiques et minières, qui sont indispensables à sa croissance économique. C'est ce qui explique avec quelle force la Chine recherche des partenariats et des investissements à l'étranger pour sécuriser ses accès. C'est le cas en Afrique, c'est le cas au Moyen-Orient, qui concentre 60% des exportations de pétrole, ou encore en Amérique latine, notamment pour ce qui est de l'exploitation du cuivre. C'est le cas également en Asie, avec le poids croissant de la Chine dans le financement des barrages, au prix parfois de quelques accros et d'une certaine méfiance. On le voit au Népal ou au Pakistan, où des projets récents ont été annulés. Mais loin de se limiter à l'énergie, dont on parle beaucoup, ou aux minerais, cette peur de l'épuisement touche aussi d'autres secteurs, et en particulier la sécurité alimentaire. La Chine ne possède aujourd'hui que 10% des terres agricoles mondiales, pour 20% de la population. Elle n'est donc pas autosuffisante. L'évolution des consommations, plus riches, plus carnées, accroît les déséquilibres et les besoins en soja, maïs, produits laitiers, ainsi qu'en matière de viande. Et cette situation, elle augmente naturellement les pressions sur les secteurs agroalimentaires et elle pousse aux acquisitions massives de terres, de cheptels ou de marques haut de gamme. La suspicion d'accaparement des terres s'accroît sur le continent africain, notamment, où la Chine possède, tenez-vous bien, 60 millions d'hectares. Pour vous dire que ce besoin de se rassurer, ce besoin de sécuriser ses productions et ses approvisionnements constitue un enjeu vital pour le pays. Alors nous le voyons, la Chine est soucieuse d'incarner un modèle pour le monde, et ce modèle est fondé sur l'alliance de trois facteurs: l'autorité, le pragmatisme et, bien sûr, quand on a 1,4 milliard d'habitants, la discipline. Pékin s'efforce de reprendre à son compte d'abord les atouts du modèle asiatique. On cherche à faire à partir de l'expérience même de l'Asie. Et elle puise pour cela dans son histoire et dans l'histoire de sa région. Le modèle chinois, il s'est construit sur l'intégration successive de plusieurs substrats confucéens, taoïstes, bouddhistes, qui ont déterminé son sens de l'harmonie, de la hiérarchie et de l'unité, ce qui donne dans la vie diplomatique quotidienne, dans la fréquentation quotidienne des Chinois, tout un langage, par exemple, ce qu'ils appellent le win-win, le gagnant-gagnant, qui nous paraît, nous, inconcevable. Dans l'esprit diplomatique, il y a forcément un gagnant et forcément un perdant. Pour un pays qui est habitué à d'autres références philosophiques, qui croit véritablement qu'une harmonie est possible, même si cette harmonie, nécessairement, doit être à son avantage, eh bien, cette idée d'un gagnant-gagnant apparaît beaucoup plus plausible. La Chine, au-delà de ses racines locales, a beaucoup appris du parcours industriel et politique de ses différents voisins en accélérant leur développement économique
par la voie d'un modèle qui allie libéralisme et autoritarisme. C'est toute l'expérience qui a été faite au travers de l'ère Meiji au Japon, des années Park Chung-hee en Corée du Sud ou des années Lee Kuan Yew à Singapour. Enfin, la Chine a su affirmer une conception originale de son héritage marxiste soviétique avec la notion de socialisme aux caractéristiques chinoises qui a été affirmée très fortement lors du 19e congrès et qui est une notion difficile que nous avons parfois du mal à comprendre en Europe. Il ne s'agit certainement pas d'un communisme schizophrène faisant le grand écart entre capitalisme et autoritarisme, mais bien d'un modèle sui generis, le socialisme à la chinoise, qui renvoie à l'organisation collective de la production et à la mobilisation de tout un peuple autour d'objectifs partagés. La Chine incarne en ce sens la forme la plus aboutie du modèle asiatique en insistant sur trois principes qui sont complémentaires dans leur esprit. L'autorité, pour assurer un ordre stable au travers d'un État interventionniste et centralisateur. Le pragmatisme économique, grâce à une politique de développement qui a fait ses preuves, on l'a rappelé. La discipline, qui soude le peuple derrière ses dirigeants et maintient la cohésion sociale. Alors ceci permet à Pékin de valoriser son propre modèle comme une voie autonome et une voie singulière. On a beaucoup glosé sur le modèle chinois sans toujours chercher à comprendre sa spécificité et ce qui est nouveau, son attractivité sur certaines régions du monde. Et c'est là, sans doute, le phénomène le plus nouveau. La Chine, on le voit bien, est un modèle qui a réussi, en tout cas dans son ambition économique des dernières décennies, mais c'est un modèle aussi qui aujourd'hui, et c'est dire à quel point la puissance chinoise change de nature, c'est un modèle qui aujourd'hui réussit à être attractif de plus en plus sur des pans entiers de la planète. Là où la grande influence, et celle qu'Huntington imaginait comme définitive, a longtemps été celle des États-Unis et de la démocratie libérale, eh bien on se rend compte que l'autre bloc, le bloc autoritaire, aujourd'hui fait des émules dans un certain nombre de régions du monde et à certains égards, là où le capitalisme libéral est dans l'impasse, là où nos démocraties ne paraissent pas capables de répondre aux besoins des peuples frappés par le populisme, eh bien ces pays apparaissent comme inventant un nouveau schéma, une nouvelle voie. Deux grandes questions s'imposent en ce qui concerne ce modèle. S'agit-il d'un modèle de confrontation ou d'alternative aux démocraties libérales en difficulté? Le fait est que la Chine s'assume et assume pleinement sa différence avec le modèle occidental, ce qui suppose de notre part un peu de lucidité pour mieux en saisir les contours, notamment sur l'interprétation des droits de l'homme et de l'état de droit. La Chine ne voit pas, dans ses droits de l'homme, comme nous, une condition sine qua non du développement, mais plus un risque. L'effet masse joue bien sûr, plus un risque pour son ordre social. La seconde interrogation est de savoir s'il s'agit d'un modèle pratiquement exportable, question d'autant plus légitime que nous assistons donc à la multiplication de régimes à caractère illibéral dont la Chine pourrait bien de plus en plus devenir le champion, la référence. À l'Est, on voit émerger un tandem sino-russe fondé non seulement sur une culture commune de l'autorité, de la continuité, de la stabilité, mais aussi sur une exigence de sécurité avec la fourniture d'équipements militaires suite à l'embargo américain et européen. Mais cette promesse de prospérité par l'autorité tente aussi de nombreux pays d'Afrique à travers le monde ou de pays d'Amérique latine, jusqu'en Europe, comme en Pologne ou en Hongrie, nous constatons un intérêt de plus en plus vif pour le modèle chinois. On l'a vu notamment au sommet de Bucarest en décembre dernier entre la Chine et 16 pays d'Europe centrale et orientale qui bénéficient de ces investissements importants. Et c'est un sujet de frottement entre les deux Europes, celle de l'Est et celle de l'Ouest, l'Europe de l'Ouest considérant que une partie de notre Europe, celle de l'Est, a tendance à brader ses intérêts à la Chine. Alors, contrairement à certains préjugés, le modèle chinois, et ça, il faut s'en souvenir quand on entend des jugements à l'emporte-pièce sur la Chine, est plus nuancé, plus complexe et accorde une place majeure à la négociation. Hanté par la peur, par la division, le régime se fonde en effet sur l'alliance d'institutions autoritaires
mais aussi, il faut le rappeler, collective, au travers de différents mécanismes d'ajustement. Alors, il y a d'abord comme premier mécanisme d'ajustement une forte dimension de collégialité qui vise à contrebalancer le pouvoir d'un seul. Et ça, c'est le rôle des membres du comité permanent du Politburo ou de la commission militaire centrale du Parti communiste. Il y a ensuite une forte dimension de compromis dans les décisions, souvent dans le secret, qui sont prises souvent dans le secret, entre factions concurrentes du régime. Enfin, il y a une forte dimension de verticalité, ce qui pourrait être un élément de simple autorité, mais de verticalité à double sens, permettant certes de faire descendre les impulsions centrales, mais aussi de faire remonter l'information des administrations locales et du terrain. Sur le front économique, c'est toute la différence entre la Commission de développement national et de réforme chinoise et le Gosplan soviétique qui n'allait que dans un seul sens. Aujourd'hui s'ajoute le rôle des réseaux sociaux qui agissent comme une boucle de rétroaction politique où le pouvoir alterne entre censure et l'analyse des inquiétudes populaires pour accompagner et satisfaire les demandes jugées essentielles. Il y a un secteur où on sent très bien cette interaction, cette boucle, cette rétroaction avec les réseaux sociaux, c'est le domaine de l'environnement. En quelques années, j'ai vu littéralement les dirigeants chinois s'ouvrir à la question environnementale, et parfois beaucoup plus fortement que dans les pays occidentaux. Prenons en compte la qualité de l'air, la qualité des aliments, le problème du lait pour les enfants dans certaines régions, compte tenu de certains scandales. Il y a véritablement eu un changement au sommet par l'aspiration, la prise en compte de ces réalités locales. Alors, bien sûr, il faut faire tenir un système difficile, compliqué, ensemble, et pour cela, il faut un outil fort, et c'est le Parti communiste. Lui aussi fait face à des caricatures qui ont le cuir solide, mais il n'est pas seulement cet instrument bureaucratique auquel nous imputons la lourdeur du régime, c'est d'abord un garant de légitimité et d'efficacité politique qui fait coexister trois visages alliant tradition et faculté d'adaptation. Alors, le premier visage, c'est une tradition, ça peut surprendre, césaropapiste, où le pouvoir politique est aussi détenteur d'un pouvoir d'ordre religieux, commandant les croyances et les normes sociales. C'est ce que faisait l'Empire depuis la plus haute antiquité, présidant au grand rite et diffusant le confucianisme. C'est à nouveau le cas avec un socialisme garant d'ordre social. Deuxième tradition, c'est la tradition mandarinale qui en fait une sorte de société des lettrés, de club des élites, où peut se discuter à huis clos l'avenir du pays. Et troisième tradition, c'est la tradition, bien sûr, marxiste-léniniste, qui en fait un outil de mobilisation du parti, un outil de mobilisation et d'avant-garde, permettant de mettre la société en mouvement contre tous les ennemis du régime. Le deuxième message que je voudrais essayer de faire passer ce soir, c'est le piège de la puissance qui menace de se refermer sur la Chine, comme il s'est refermé précédemment sur tous les pays qui ont prétendu à la première place, et notamment les États-Unis. L'enjeu pour la Chine, c'est donc de désamorcer, à travers cette puissance qui s'affirme de plus en plus, de désamorcer le risque d'une confrontation. En quelques années, la Chine s'est dotée de tous les instruments de la puissance. Dans tous les domaines, on voit cette puissance qui s'affirme. La force militaire d'abord, qui est pensée par les Chinois comme un levier d'indépendance et de sécurité. La modernisation des forces apparaît comme l'un des grands défis sociopolitiques de l'ère ouverte par le président Xi Jinping. Il s'agit pour lui de transformer l'armée en passant d'une armée de masse à une armée de projection mondiale autour de deux grands axes. Le premier, c'est la professionnalisation, grâce à la création d'une force de spécialistes, moins nombreuse mais plus efficace. Bien entendu, cette réforme de la formation et de l'entraînement n'est pas sans susciter des réticences au sein d'un état-major qui est pléthorique et qui est par ailleurs vieillissant, à la tête d'un effectif, tenez-vous bien, de 2 millions d'hommes contre à peu près 1,5 million de militaires actifs aux États-Unis, 200 000 en France et moins de 2 millions pour les effectifs cumulés de l'Union européenne. Deuxième grand axe, c'est l'équipement comme outil de projection et d'initiative internationale, d'abord et bien sûr dans le domaine maritime, avec le lancement d'un deuxième porte-avions en 2017, ensuite balistique et nucléaire, avec une accélération depuis 2007, lors de la destruction par un missile chinois d'un satellite en orbite à plus de 800 km d'altitude. Le développement de la projection, c'est tout l'enjeu de la hausse des dépenses
qui ont décuplé, dépenses militaires, qui ont décuplé en 15 ans pour atteindre près de 200 milliards de dollars et qui devraient encore doubler dans les 10 prochaines années. Sur le terrain, cette capacité de projection reste bien sûr encore une grande inconnue. Deuxième instrument de puissance, c'est l'influence. Le premier levier de cette influence, ce sont les industries culturelles et de divertissement. Entre émergence d'une société de consommation et développement du soft power à des fins géopolitiques, ces secteurs se sont massivement développés avec l'objectif de rattraper, voire de surpasser les États-Unis. On le voit sur le marché de l'art, sur le marché du cinéma, du sport, où la Chine, comme autrefois l'Union soviétique, ambitionne de se placer au premier rang pour l'organisation d'événements mondiaux, à l'image des Jeux olympiques de 2008, les Jeux olympiques d'hiver de 2022 ou de la Coupe du monde de football en 2030. Ce sont des secteurs qui bénéficient aujourd'hui d'une attention particulière du régime et du président chinois, passionné de football, qui s'intéresse de très près à l'art contemporain. Il faut se rappeler qu'en matière d'art contemporain, les Chinois sont aujourd'hui les premiers acheteurs, les premiers collectionneurs sur ce marché. Et chacun sait qu'il y a une corrélation entre le marché de l'art et la puissance. La première puissance mondiale est toujours aussi la première puissance dans le domaine du marché de l'art. Cela montre bien le passage de témoin qui est en train de se produire. Le deuxième levier, c'est la force de frappe académique et intellectuelle. Ça nous intéresse tout particulièrement ici à la Sorbonne, avec le développement de think tanks chinois et l'internationalisation croissante des universités. Les conférences que j'ai pu donner en Chine, à l'université Fudan, ou de Beida, ou de Tsinghua, m'ont permis de constater à quel point l'enseignement chinois, très rapidement, est en train de s'ouvrir fortement sur le monde. Le troisième levier, on l'oublie parfois, c'est la diaspora. Représentant une communauté de près de 40 millions de personnes, les Chinois d'outre-mer sont un puissant relais d'influence. C'est particulièrement vrai au niveau régional, avec une diaspora très importante en Asie du Sud-Est. C'est le cas de Singapour, où les Chinois d'outre-mer représentent plus de 70% de la population. Ils sont souvent organisés et disposent de partis politiques. C'est le cas en Malaisie. Et cette présence crée aussi des tensions sécuritaires, notamment avec des risques de pogrom, comme ça peut être le cas en Indonésie. Et il faut mesurer à quel point cette diaspora elle est stratégique pour la Chine, dès lors qu'il s'agit de la gestion des routes maritimes. On a tendance à imaginer que la Chine fait l'objet de tensions croissantes avec tous les pays voisins. On a vu dans les dernières années beaucoup des relations avec ces pays voisins s'améliorer avec la prise en compte de ces investisseurs chinois dans chacun de ces pays. Ils pèsent très lourd économiquement et sont un agent d'influence pour la Chine tout à fait considérable. Diaspora également dans les pays occidentaux, avec l'émigration et le retour de ceux qu'on appelle les tortues de mer, qui dynamisent l'innovation, mais sont parfois en butte aux soupçons d'espionnage industriel. Les États-Unis redoutent ainsi fortement les risques de transfert technologique, comme l'ont montré plusieurs affaires d'espionnage qui ont eu lieu chez Boeing. L'essor de la diaspora chinoise est également important sur le continent africain et obéit à un impératif économique avec l'implantation d'une communauté d'experts et d'hommes d'affaires, communauté qui s'implante durablement dans nombre de pays africains, par mariage, par assimilation au pays. Il y a une capacité d'intégration des Chinois qui est extrêmement forte. Quand on voit, par exemple, moi qui suis né au Maroc, avec surprise quand on se balade dans les souks de Rabat ou de Marrakech, désormais, la babouche est de fabrication chinoise. Il n'y a pas que la Tour Eiffel. Le risque terroriste dans ces régions d'Afrique contribue également fortement à l'importance que la Chine accorde à ses capacités d'intervention, notamment, il faut le rappeler, avec l'ouverture d'une base à Djibouti en 2017. J'ai fait mon service militaire à Djibouti au moment de l'indépendance il y a bien longtemps, en 1997. Désormais, nous ne sommes plus seuls à Djibouti. Toutes les grandes nations du monde, aujourd'hui, convoitent une place dans le port de Djibouti, place stratégique. C'est dire à quel point, de plus en plus, les places sont chères. Troisième instrument de puissance, l'avance technologique de la Chine, qui est une condition nécessaire de son autonomie. Et c'est une bataille formidable qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Les nouvelles technologies, elles sont devenues un moteur de croissance et d'autonomie stratégique dans le cyberespace. L'émergence des nouvelles technologies chinoises doit beaucoup
à la volonté d'échapper à l'hégémonie des GAFA américains. Il n'y a pas qu'en France où on réagit aux GAFA. En Chine, depuis maintenant plusieurs années, les GAFA ont suscité un mouvement de réaction nationale et de mobilisation nationale. Il suffit de regarder l'importance accordée au programme d'intelligence artificielle et le projet chinois de devenir la première économie intelligente du monde d'ici 2030. Certaines technologies recouvrent une dimension stratégique capitale, comme la maîtrise des drones, dont le marché chinois prospère et devrait tripler pour atteindre 8 milliards d'euros d'ici 2020. D'un objectif d'indépendance, la Chine a su faire un motif de fierté et un moteur de développement économique. Le plan Made in China 2025, piloté par le ministère de l'Industrie, vise précisément à garantir l'indépendance technologique de la Chine d'ici les 30 prochaines années. Par ailleurs, les nouvelles technologies sont aussi, et c'est un élément important qui fait parfois froid dans le dos, l'instrument d'un contrôle social et civil potentiellement illimité sur une population de plus de 700 millions d'internautes. Le risque politique lié à l'usage de la donnée apparaît clairement dans le projet qui est évoqué ici et là d'une notation collaboratrice des citoyens en 2020. Dans les prochaines années, le grand défi pour la Chine sera, je l'ai dit et annoncé tout à l'heure, le piège de la confrontation. Car jamais le risque d'affrontement n'a été si grand entre la Chine et les États-Unis. La puissance américaine a ouvertement fait de la Chine un ennemi de sa propre puissance. Et les tweets et les contorsions de Donald Trump le font parfois oublier, mais les États-Unis ont ciblé la Chine de ce point de vue-là. Pour des raisons historiques, d'abord, l'hégémonie américaine a toujours tiré sa légitimité de ses combats contre les modèles autoritaires et totalitaires, de l'Allemagne nazie à l'Union soviétique, et on ne change pas sa nature. En décembre dernier, le rapport de sécurité nationale des États-Unis n'a pas hésité à qualifier la puissance chinoise avec des mots très durs de puissance hostile et de puissance révisionniste. C'est-à-dire qu'on est très loin d'un esprit apaisé dans la relation entre la Chine et les États-Unis. Aujourd'hui, les États-Unis cultivent et communient dans l'image d'une Chine en ennemi idéal. On l'a vu tout au long de la campagne présidentielle, tant dans le cadre des représailles tarifaires proférées par Donald Trump que dans les menaces d'Hillary Clinton. C'était là un véritable point d'accord entre les deux candidats. Pour les deux puissances, la question des prochaines années sera bien d'éviter de tomber dans ce que l'historien américain Graham Allison a appelé le piège de Thucydide. Ce phénomène, observé à 16 reprises depuis la confrontation entre Sparte et Athènes dans l'Antiquité, voudrait que la coexistence d'une puissance dominante avec une puissance ascendante conduise inévitablement à un choc militaire. Dès lors, nous risquons d'entrer dans une phase de bipolarisation croissante du monde. Et gardez cela bien présent à l'esprit quand on parle de visite du président français en Chine, quand on parle d'enjeux pour les entreprises françaises ou européennes du marché chinois. Il faut garder en tête que le grand risque qui est devant nous, c'est celui de cette bipolarisation du monde, deux modèles différents, un modèle de démocratie libérale, un modèle autoritaire, chacun exerçant une attraction sur une sphère et qui pourrait constituer un nouveau bloc, deux nouveaux blocs, donnant naissance à, non pas une guerre froide, mais à une situation de très forte tension. L'émergence de ces blocs antagonistes est l'une des grandes menaces du XXIe siècle. Cette scission s'est progressivement profilée sur des terrains locaux, notamment au Moyen-Orient, entre l'interventionnisme occidental et l'attachement des grandes puissances asiatiques à la stabilité des régimes forts. En 2011, l'intervention libyenne a profondément ébranlé la confiance de la Chine et de la Russie envers le bloc libéral au sein du P5, c'est-à-dire des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. Alors que signifierait pour nous une telle fissuration du monde entre un bloc libéral polarisé côté occidental et un bloc autoritaire oriental? Cela nous obligerait sans doute à trancher, nous Français, Européens, dans le sens d'un atlantisme renforcé qui nous placerait en première ligne pour prendre les coups et en deuxième ligne pour prendre les décisions. Donc, de ce point de vue-là, nous voyons bien que ce modèle bipolaire serait perdant-perdant. La priorité pour l'Europe est de ne pas devenir une simple variable d'ajustement dans l'affrontement sino-américain,
Et chacun le voit bien, si nous ne faisons rien, c'est le destin de l'Europe et c'est bien le destin de la France. De ce point de vue-là, gardons-nous d'imaginer que notre place est réservée. Nous sommes sur un strapontin et nous avons vocation, de ce strapontin, à passer à une place debout dans le couloir. De son côté, la Chine s'efforce de briser l'isolement en tissant des alliances autour d'elle. Et cela nous apprend au moins 3 choses. D'abord, que la Chine se croit menacée. Deuxièmement, que la Chine se sait vulnérable. Et enfin, qu'elle sait que la stabilité ne s'acquiert qu'au prix d'amitié géostratégique. Et c'est toute l'ambition du bloc sino-russe. Depuis 2001, la solidarité sécuritaire de l'Organisation de coopération de Shanghai a contribué au rapprochement de Moscou et de Pékin dans l'idée d'une alternative à l'OTAN. Et se pose aujourd'hui la question d'un bloc autoritaire sino-russe, pourquoi pas, on le voit dans un certain nombre de crises, complété par la Turquie, voire complété par l'Iran, qui, à défaut de troisième voie, serait tenté de jouer à plein la confrontation avec les États-Unis. Le maintien du réseau des BRICS, même si c'est un réseau qui peut paraître à certains égards lâche au sens de pas très structuré et organisé, témoigne aussi de l'attachement chinois aux sous-ensembles régionaux dans la continuité du non-alignement de la guerre froide. À défaut, parce que c'est l'autre option, l'autre possibilité, d'un affrontement sino-américain dans le cadre d'un monde bipolaire, il y a un deuxième scénario qui existe, qui n'est pas tellement plus avantageux pour nous, c'est celui d'un condominium aux mains de la Chine et des États-Unis, qui se ferait bien sûr aux dépens de l'Europe. Donc on le voit bien, la voie est étroite, c'est un véritable trou de souris par lequel il faut que nous passions si nous voulons inventer notre place dans ce nouveau monde. Alors à ce stade, il y a 3 défis qui s'imposent à la Chine pour éviter le piège de la confrontation. Le premier, il est politique. Comment desserrer l'étau américain dans la région ? Et c'est toute la difficulté des revendications chinoises des îles controversées de mer de Chine du Sud. La priorité doit aller au règlement progressif des tensions maritimes avec un faisceau de contentieux qui oppose la Chine à des États souverains comme les Philippines, comme la Malaisie, Brunei ou le Vietnam, soutenus par les États-Unis et sa 7e flotte. Alors il y a bien sûr du côté américain les arguments du droit international et notamment l'arrêt de La Haye qui a été rendu en 2016 qui invalide les prétentions territoriales de la Chine et la Chine a ses remarques ou ses décisions juridiques prises par la Cour de La Haye opposent les réalités ou les pesanteurs de l'histoire et en particulier une ligne à 9 traits signalant des frontières de 1947 et justifiant sa grande muraille de sable. La Chine crée de véritables îlots qu'elle agrandit, une véritable muraille de sable qui lui sert de barrière protectrice par rapport au reste du monde. Elle emploie également, la Chine, des arguments économiques qui la rapprochent, et ça a été une surprise sur le plan géopolitique, d'un État comme les Philippines, traditionnel allié des États-Unis, où le président Duterte perçoit tout l'intérêt qu'il peut tirer des investissements chinois pour le développement de son pays. L'important, aujourd'hui, c'est bien de privilégier une démarche bilatérale, voire régionale, dont le point d'aboutissement pourrait être l'arbitrage, mais aucunement le résultat d'une initiative unilatérale. Au-delà des efforts chinois pour briser l'encerclement américain, seule une désescalade, fondée sur une exploitation commune des ressources de la zone, halieutiques, pétrolières, permettra d'avancer vers une solution négociée. Il faut bien se rappeler en matière internationale que si l'on veut éviter, si on veut désamorcer les tensions dans une zone de crise, c'est vrai historiquement, cela a été vrai en Europe au lendemain de la guerre, c'est vrai aujourd'hui au Moyen-Orient, il faut trouver, et c'est toujours la même problématique, trouver un intérêt commun. Si on arrive à trouver un intérêt commun entre l'Arabie saoudite et l'Iran, on trouvera les bases d'un apaisement au Moyen-Orient. Comme on a trouvé, nous, les bases d'un apaisement entre la France et l'Allemagne, à travers la création de la CECA, le marché commun du charbon et de l'acier. Le charbon et l'acier ont été le moteur de la guerre pendant des siècles entre la France et l'Allemagne. En mettant en commun ces ressources, on a pu ainsi créer les bases d'une coopération et à partir de là, du marché commun et de l'Union européenne. Donc vous voyez bien, trouver les éléments susceptibles de créer un intérêt général. Alors, il y a des précédents qui existent
et qui permettrait de faire référence pour créer cette situation nouvelle. Par exemple, le règlement des litiges frontaliers entre la Russie et la Chine le long du fleuve Amour, qui a été un succès en 2008. De la même façon, des signes d'apaisement en mer de Chine du Sud offrent un moment propice à la négociation bilatérale avec la déclaration conjointe du Vietnam et de la Chine. Après plusieurs affrontements en 1974, en 1988, le code de conduite voulu par la Chine, sans force légale, pourrait être une première étape vers une résolution durable. Pour desserrer l'étau américain, la Chine constitue également non seulement une stratégie d'amélioration de ses relations avec les pays voisins, mais elle cherche aussi à constituer un glacis continental à partir des États frontaliers, en particulier en Corée du Nord, en Birmanie, où la crise actuelle des Rohingyas lui permet de renouer avec son influence ancienne, notamment par le biais d'initiatives diplomatiques, comme le plan d'action proposé en novembre par le ministre chinois des Affaires étrangères. Ce glacis inclut bien sûr d'autres pays, la Mongolie, le Népal, le Bangladesh et le Pakistan. Et là, vous retrouvez aussi une parentèle avec la stratégie d'un autre pays, la Russie, quand on sait que la Russie n'a eu de cesse, au cours des dernières décennies, que de multiplier des conflits gelés entre son territoire russe et l'Union européenne comme élément susceptible de lui donner un sentiment de protection par rapport à la menace qu'elle estime être la menace de l'OTAN et de l'Union européenne. Donc, vous voyez bien, les réflexes sont souvent les mêmes et il faut les prendre en compte tels qu'ils sont. Le deuxième défi auquel il faut s'attarder, il est géostratégique. Comment sécuriser l'accès aux routes maritimes? Et pour la Chine, c'est un élément vital, je vous l'ai dit. À l'échelle régionale, la stratégie portuaire de la Chine vise bien à contrer l'influence de son voisin indien. C'est ce que le département américain a baptisé en 2005 la stratégie dite du collier de perles, qui se traduit aujourd'hui par l'acquisition ou la construction de ports au Sri Lanka, en Birmanie, au Pakistan, comme le port de Gwadar. La Chine s'inquiète aussi de son accès aux océans qui conditionne sa puissance commerciale. Le détroit de Malacca est une voie de transit essentielle qui concerne environ 70% de ses flux commerciaux. La Chine explore aussi de nouvelles routes plus difficiles, mais moins contestées, notamment en Arctique, avec la constitution d'une flotte de brise-glace. C'est aussi l'une des ambitions, et nous y reviendrons, du projet de la nouvelle route de la soie qui a été lancé par le président Xi Jinping en 1973, que de développer l'économie maritime. En 2017, plus de 20 milliards de dollars ont été ainsi investis dans le développement des ports étrangers, de l'Indonésie jusqu'au Brésil. Le dernier défi, il est économique et social, et c'est celui du modèle de transition. Là encore, un grand défi pour la Chine, avec une première question qui est de savoir comment éviter un atterrissage brutal de la croissance chinoise avec des risques de bulles financières extrêmement menaçantes. Comme la plupart des pays en développement, la Chine est empêtrée dans un autre piège, non pas celui de Thucydide, mais le piège dit des revenus intermédiaires qui est lié à la baisse des gains de compétitivité et à la hausse relative des salaires. Or, si elle veut maintenir sa croissance à flot tout en réduisant la pauvreté intérieure, la Chine n'a pas d'autre choix que de miser sur le développement de l'innovation et de la consommation intérieure, pas seulement exporter des biens, comme elle l'a fait pendant très longtemps, mais aussi développer un marché intérieur de qualité pour maintenir et soutenir sa croissance. La transition d'un modèle d'exportation à bas coût à un modèle d'innovation et de demande intérieure doit impérativement s'accompagner d'une régulation renforcée sur le plan financier. Rappelons, la Chine a une dette privée de plus de 160% du PIB. La Chine pourrait donc devenir un pôle d'instabilité financière mondiale, un pays soumis à des bulles et donc à des cycles particulièrement hasardeux. Le deuxième enjeu essentiel, c'est celui de l'intégration des nouvelles classes sociales qui sont apparues avec la modernisation économique. Et il y en a au moins trois. Premièrement, la nouvelle oligarchie économique. L'oligarchie, c'est un problème pour tout le monde. C'est un problème en France, c'est un problème en Russie. Poutine s'y est attelé dans les dernières années de façon un peu musclée. C'est un problème en Chine. Parce que cette oligarchie, elle est susceptible de contester la centralité du pouvoir politique. Et ce tiraillement est apparu dans l'arrestation spectaculaire, souvent temporaire, de plusieurs grands patrons, cela fait la une de la presse, au cours des derniers mois. Deuxième élément,
sur lequel il faut insister, les classes moyennes. Les classes moyennes, leur essor est à la fois un objectif crucial du Parti communiste et un risque majeur de déstabilisation sous l'effet d'aspirations politiques nouvelles. Enfin, troisième cible, l'émergence du néo-prolétariat aux périphéries urbaines qui révèle, selon l'expression des autorités, la maladie des grandes villes, marquée par l'insuffisance des services publics. Donc vous voyez, les défis intérieurs sont nombreux. L'intégration de ces nouvelles classes est une urgence pour le modèle chinois et un test majeur pour le régime, avec plusieurs questions. Comment aménager les villes sans favoriser les fractures sociales entre population urbaine mondialisée et ruralité marginalisée? Deuxième question, comment aboutir à une société de moyenne aisance, c'est le terme chinois, en adaptant le régime aux revendications nouvelles que suscite toute mobilité sociale? Troisième question, comment articuler les impératifs du libre-échange mondial pour les entreprises et l'efficacité nationale d'une culture dirigiste? Voilà donc les grands défis sociaux de la Chine. Mes deux premiers messages sur l'affirmation non sans risque du modèle chinois et de la puissance chinoise aboutissent à une troisième question, qui sera mon troisième message. Quel rôle pouvons-nous jouer, nous, Français, nous, Européens, pour éviter le piège de l'affrontement? Ma conviction, c'est que l'Europe, c'est peut-être le seul élément d'optimisme que je vous délivrerai ce soir, c'est que l'Europe, sans le savoir, détient les clés d'une nouvelle donne. La rencontre entre Emmanuel Macron et le président Xi Jinping nous rappelle la nécessité d'inventer une nouvelle forme de partenariat, plus agile, plus structuré, plus ambitieux, car aujourd'hui la Chine planifie à 20 ans, quand l'Europe se divise sur le quotidien comme sur ses institutions. Nous ne sommes donc pas du tout dans le même schéma mental. Nous ne parlons pas de la même chose quand nous nous parlons. Alors d'abord, pour raviver notre vision commune de la gouvernance mondiale, il est essentiel de ne pas réfléchir à périmètre constant. Nous avons tendance, et c'est là où nous sentons que notre vieille Europe s'appauvrit, nous avons tendance à manquer d'imagination dès lors que nous parlons de questions internationales. Et il n'y a pas de raison de se brider dans ce domaine. C'est un monde à inventer. Au lendemain de la guerre, on a inventé de nouvelles institutions, celle de Bretton Woods. En 1958, le général de Gaulle a redéfini une politique étrangère. Et donc c'est un domaine où il faut aussi faire preuve d'imagination si on veut se préparer pour l'avenir. Donc il faut prendre des initiatives. Et la Chine et l'Europe ont donné de nombreuses preuves de leur attachement à l'ordre multilatéral, mais cela ne suffit pas. On voit bien sûr un accord sur notre engagement collectif au sein des Nations Unies, notamment au sein des opérations de la paix. En quelques années, la puissance chinoise est devenue le premier contributeur de casque bleu parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est vrai aussi de nos réticences communes à l'égard des risques de l'unilatéralisme et des dangers de l'interventionnisme. Depuis la crise irakienne, je n'ai cessé de mettre en garde contre la menace d'une dérive néoconservatrice qui nous guette en permanence. Pour autant, cela ne suffit pas. Ces points de convergence ne suffisent pas, car la question n'est pas tant de savoir s'il y a convergence sur la reconnaissance d'un monde multipolaire, mais est-ce qu'il y a unanimité entre nous sur la conception et sur les institutions du multilatéralisme. Le risque, c'est bien de voir émerger 2 visions antagonistes, la Chine cherchant à construire une alternative à l'ordre qui est hérité de Bretton Woods, tandis que l'Occident s'accrocherait, lui, de son côté, aux acquis du passé. Alors, de ce point de vue-là, nous avons besoin de mettre nos pendules à l'heure avec la définition d'une méthode, d'un agenda commun en matière d'action multilatérale. Le fait est qu'aujourd'hui, la Chine est absente de la plupart des résolutions onusiennes. La France aurait donc tout intérêt à mettre en place des mécanismes de concertation étroite pour prendre des résolutions conjointes, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient. Plus largement, une conférence sino-européenne sur la gouvernance pourrait être initiée pour faciliter l'avancement vers des traités universels dans le sillage des accords de Paris. Peu de gens pensaient, en vérité, il y a quelques années, que la Chine puisse accepter d'être partie aux accords de Paris. Et on a été surpris par la mobilisation chinoise, par sa force, par sa détermination. Je pense que dans beaucoup de domaines, on peut influencer et agir de concert avec la Chine. Il y a 5 grandes questions, à mon sens, à mettre au cœur de la mobilisation internationale entre nous et les Chinois. Premièrement, l'environnement, avec l'idée d'un pacte mondial qui a été proposé par le président de la République. Deuxièmement, la stabilité financière.
la Banque centrale européenne et la Banque populaire de Chine pourraient convaincre la Fed de créer un G3 améliorant la coordination en matière de politique monétaire et de régulation bancaire. G3, c'est-à-dire la Fed, la Banque centrale européenne et la Banque nationale de Chine. Aujourd'hui, ces institutions ne se parlent pas. Comment avoir un ordre mondial régulé, alors même que ces monnaies, l'euro, le yuan ou le renminbi et le dollar jouent un rôle clé, et les deux, l'euro et le renminbi, un rôle important. Il est essentiel qu'un dialogue concerté s'organise. Troisième sujet à mettre dans la corbeille, Internet, avec la prise en compte du risque cyber et le respect de la souveraineté numérique au travers d'un traité international. On commence à en parler. À l'évidence, il n'y aura pas de régulation, pas de contrôle organisé, structuré, mais au contraire le chacun pour soi si nous n'avançons pas dans cette direction. Quatrièmement, et c'est un point où nous sommes en retard, quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, la lutte contre le terrorisme, c'est l'un des angles morts de l'action onusienne qui appelle une vision concertée, fondée sur la paix par le développement. Cinquièmement, le libre-échange, avec la menace d'un retour au protectionnisme. Face aux peurs grandissantes, nous devons également, c'est ma conviction, nous doter d'un instrument dédié au commerce et à l'investissement. On ne peut pas se satisfaire d'échanges avec un grand pays comme la Chine qui passe seulement par le cadre des rencontres bilatérales. Le président français, il ne peut pas être tous les mois en Chine, il peut y être tous les ans, il s'y est engagé, mais il ne peut pas y être tous les mois. Les ministres, les grands ministres, celui des Finances, celui des Affaires étrangères, ne peuvent pas être tous les 15 jours en Chine. Il faut donc mettre en place des dispositifs qui puissent travailler de façon permanente, continue, et s'atteler à un travail ambitieux. Alors, comment déminer les obstacles qui sont sur notre route? D'abord par une reconnaissance des angoisses mutuelles qui habitent l'Europe et la Chine. D'un côté, la Chine doit écouter les peurs européennes en matière économique. Et nous devons lui faire passer clairement le message. La montée en puissance de la Chine est aussi une réalité dans le tissu économique de ses partenaires. De 2015 à 2016, ce sont plus de 150 milliards de dollars qui ont été investis en Europe et aux États-Unis par les entreprises chinoises, notamment au travers du rachat de certains fleurons industriels, comme Volvo, comme Syngenta dans le secteur automobile et agroalimentaire. Aujourd'hui, les inquiétudes européennes portent sur 3 points d'attention majeurs: le manque de transparence dans le financement d'État des entreprises chinoises, le manque de réciprocité, le président l'a rappelé fortement, dans l'accès au marché chinois, donc réciprocité dans les deux sens, avec un risque de durcissement dans l'initiative prise cet été par Paris, Rome et Berlin pour bloquer les investissements étrangers sous certaines conditions. Le ministre de l'économie et des finances a employé des mots forts, en parlant même d'investissement de pillage, soulignant le risque qu'il voyait à des investissements non maîtrisés. La faible protection accordée à la propriété intellectuelle est aussi l'un des freins à la confiance de certaines entreprises européennes envers la Chine. D'un autre côté, l'effort doit être dans les deux sens. L'Europe doit entendre les revendications de la Chine, notamment s'agissant de son rattrapage financier. Par rapport à sa taille et ses capacités, elle est très en retard en termes d'investissement à l'étranger, avec un stock d'investissement direct à l'étranger représentant seulement 10% de son produit intérieur brut, contre 50% pour la France, 34% pour les États-Unis et 28% pour le Japon. On le voit bien, il y a un rattrapage chinois, c'est en tout cas ce qu'estiment les Chinois et ce que montrent les chiffres qui restent à faire. En réalité, la Chine ne compte même pas parmi les 10 premiers investisseurs au sein de l'Union européenne. Alors, ce qu'il nous faut aussi aborder maintenant, et ce dont nous avons besoin maintenant pour traiter l'ensemble de ces problèmes, c'est d'un nouvel instrument appréhendant les problèmes à la racine. On pourrait commencer par la création d'un office franco-chinois pour le commerce et l'investissement. La première vocation de cet office franco-chinois serait de fluidifier les relations entre les entreprises. Un premier pas a été franchi avec la création d'un conseil d'entreprise franco-chinois qui a été annoncé lors du déplacement d'Emmanuel Macron. Dans ce domaine, nous avons besoin de réduire le risque et de lever les freins au développement conjoint de nos économies sur le modèle des services d'accompagnement que propose Business France. Le blocage récent de fusion-acquisition a suscité des tensions financières, des tensions juridiques entre la Chine et l'Europe. On l'a vu notamment au sujet du fabricant allemand de semi-conducteurs Extron, dont l'achat a été gelé par le ministère allemand de l'économie et notamment sous pression américaine. Le travail de l'Office franco-chinois de commerce et d'investissement
permettrait également de garantir la sécurité et la clarté des règles juridiques secteur par secteur en matière d'investissement croisé. Une deuxième fonction qui pourrait être attribuée à un tel office serait de négocier les grandes questions économiques au niveau étatique. Nous pourrions envisager la création d'une structure rattachée au ministère des Affaires étrangères des deux États, codirigée par les présidences françaises et chinoises, pour approfondir et adapter le partenariat stratégique de 2004. Sur le plan pratique, il faut toujours se référer à des organismes qui ont marqué notre histoire, dont nous avons l'expérience. L'exemple de l'OFAGE franco-allemand nous offre une illustration du processus qui pourrait être concrètement engagé. D'abord, la signature d'un traité entre Paris et Pékin énumérant les principaux enjeux de notre coopération. Ensuite, la mise en œuvre suivie année après année des objectifs qui sont tracés conjointement. Parmi les grands enjeux actuels, les débats de l'OMC sur le statut de la Chine comme économie de marché devraient s'enrichir d'une réflexion concertée au niveau bilatéral entre la France et la Chine, ainsi qu'entre l'Europe et la Chine. Il y a un troisième volet qui me paraît important, qui est le volet éducatif et culturel, qui aurait vocation à dépasser les malentendus par une pédagogie pragmatique. Je crois beaucoup à la nécessité d'initiatives académiques dans le sillage de la China Europe International Business School, qui a été créée à Shanghai en 1994 par la Commission européenne et le ministère chinois des Affaires extérieures. Nous avons besoin de faire émerger une communauté d'affaires maîtrisant les subtilités culturelles, économiques, sociales, politiques de chacun des membres européens et chinois. Alors face à ce risque partagé, il nous faut également en matière stratégique un nouvel outil de pilotage eurasiatique. Car en effet, l'amélioration de la gouvernance mondiale passe aussi par la constitution d'ensembles régionaux. Ce serait, à mon sens, l'ambition d'un cadre de coopération continentale, Paris, Berlin, Pékin, Moscou. Aujourd'hui, pour un pays comme la France, le jeu des alliances traditionnelles reste prépondérant et il reste très limité. Ce sont les grandes alliances avec l'Allemagne, Bonn, Berlin, les pays de l'Union européenne et l'alliance avec Washington. Mais le monde change. Et quand le monde change, il faut savoir multiplier les piliers si on veut stabiliser ce monde. Et je crois beaucoup à la nécessité d'axes nouveaux qui permettraient d'accroître la concertation et le partage d'expériences entre différentes capitales. L'expérience européenne a montré l'importance des partenariats continentaux dans la construction de la paix. La mise en place d'une dorsale eurasiatique entre la France, l'Allemagne, la Russie et la Chine donnerait corps à une continuité historique, diplomatique et géographique. Continuité historique, vous l'avez en tête en suivant l'intuition gaullienne d'une Europe tournée vers l'Est pour faciliter le dialogue et l'action. Le général de Gaulle a multiplié les signes d'ouverture et de rapprochement, qu'il s'agisse de l'escadrille Normandie-Niemen créée avec la Russie en 1942 ou de la reconnaissance, le premier pays, de la Chine populaire en 1964. Cohérence géographique, bien sûr, entre 4 États-nations quasiment contigus, appartenant respectivement aux principales puissances continentales eurasiatiques, et cohérence diplomatique enfin, car ce pilotage offrirait également une alternative aux tentations isolationnistes et unilatérales sur le modèle du camp de la paix qui, en 2003, s'était opposé à l'intervention irakienne. Alors autour de quoi s'articulerait concrètement cette épine dorsale eurasiatique? D'abord, autour d'un objectif commun qui serait d'empêcher l'escalade dans les régions en crise comme l'Ukraine ou la Corée du Nord. On le voit bien, sur ces sujets, il n'y a pas assez de travail diplomatique, pas assez d'investissement de la communauté internationale, et ces 4 capitales ont en commun d'être loin d'être indifférentes à l'avenir de ces crises. Ensuite, nous pourrions, autour d'institutions formelles et informelles, telles qu'un secrétariat permanent et des réunions régulières qui feraient de cet axe une des plus puissantes organisations régionales de sécurité, avec 3 puissances nucléaires, 3 membres du P5, plus de 30% du PIB mondial et plus de 20% de la population planétaire, organiser un groupe suffisamment puissant pour agir comme un levier sur au moins les quelques crises que j'ai évoquées. La semaine dernière, la rencontre de nos 2 présidents a montré que Paris et Pékin sont en position de force pour jouer un rôle moteur dans la constitution de cet instrument de coopération. D'abord, bien sûr, l'amitié historique entre la France et la Chine, qui est un atout considérable, pour n'évoquer qu'un sujet cher
à l'institution où nous nous trouvons. La Chine est devenue le deuxième pourvoyeur d'étudiants étrangers en France, avec plus de 40 000 jeunes Chinois attirés par notre enseignement supérieur. Et dans la continuité des efforts déployés pour consolider nos liens, je salue les avancées qui ont été décidées par le président de la République sur le plan bilatéral, la création d'un fonds franco-chinois d'1 milliard d'euros pour faciliter l'implantation d'entreprises en Chine. Sur le plan multilatéral, le développement de projets conjoints en Afrique, notamment pour accompagner la transition climatique avec un partenariat de l'Agence française de développement et la China Development Bank. Au cours de ce développement, il faut également mentionner, et c'est un signe de la mobilisation française, la mise en avant d'un représentant spécial du gouvernement pour la Chine, à travers la personne de Jean-Pierre Raffarin, qui connaît parfaitement ce sujet des relations entre nos deux pays. Alors très concrètement, en quoi cet axe eurasiatique permettrait-il la résolution des crises? Je voudrais prendre un exemple, le cas nord-coréen, où la priorité, c'est bien sûr d'éviter la guerre et d'éviter la confrontation et la nucléarisation de la péninsule. Alors, en tant que puissance nucléaire et membre permanent du Conseil de sécurité, la France a évidemment une voix à faire entendre sur les questions de non-prolifération, mais nous ne pouvons avoir qu'un rôle de facilitateur dans le dossier nord-coréen, compte tenu du fait qu'il s'agit bien évidemment d'une crise très éloignée de nos centres d'intérêt et de mobilisation traditionnels. C'est la Chine qui est la mieux placée sur cette crise et qui dispose des clés d'un règlement pacifique, avec l'aide de l'Europe, certes, et de la Russie. Alors, pour la puissance chinoise, c'est d'abord une obligation historique et régionale, car elle est liée à la Corée du Nord par un héritage mémoriel et identitaire, et notamment par la guerre de Corée, qui a coûté la vie à plusieurs centaines de milliers de soldats chinois. Elle est liée aussi par un héritage politique, celui du communisme, importé d'Union soviétique. Enfin, elle est liée géographiquement par un voisinage frontalier. Ensuite, la Chine a tout intérêt à une résolution du conflit nord-coréen, pour des raisons de stabilité régionale, parce qu'il y a un risque de flux migratoires massifs en cas de guerre et de déstabilisation à la frontière, pour des raisons également de stabilité intérieure. La question nord-coréenne est devenue le miroir des divisions internes de la Chine entre soutien radical du régime du côté de l'armée et soutien de plus en plus souple du côté de la diplomatie. Alors la question centrale, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut initier le mouvement en Corée du Nord. Et je vois 3 processus possibles soutenus par les 4 puissances eurasiatiques. Et cette crise illustre bien la façon moderne de gérer ce type de crise, où il n'y a pas de solution immédiate, mais il y a des processus vertueux, du moins je veux le croire, qui, s'ils sont mis en branle, sont susceptibles de peser sur les mentalités et sur les décisions dans cette région. Le premier processus que nous pourrions enclencher, c'est l'ouverture sous l'égide de l'ONU d'une discussion sur la non-prolifération avec une levée ponctuelle, graduelle et provisoire des sanctions. La France, la Russie et la Chine peuvent faire jouer leur poids en faveur de ce processus avec une majorité d'au moins 3 sièges permanents. Le deuxième processus, au-delà de cette question de non-prolifération, pourrait être l'acceptation tacite et vigilante d'une mise sous tutelle chinoise de la Corée du Nord. Alors c'est très important. Dans les crises du monde aujourd'hui, si on veut éviter que ces crises nous échappent et s'enveniment, il est très important qu'il y ait un pilote, qu'il y ait un parrain. Le parrain, en l'occurrence, pour la Corée du Nord, c'est naturellement la Chine. Et plus la Corée du Nord développera ses liens avec la Chine, plus la Chine disposera d'atouts, de moyens multiples pour peser sur les décisions de ce pays. La meilleure garantie de sécurité pour le monde, c'est donc d'encourager la Chine dans la voie d'une solution régionale. D'abord avec une mise sous contrôle explicite de l'arsenal nucléaire en concertation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ensuite, avec l'accroissement implicite de la dépendance économique de la Corée du Nord, c'est-à-dire en brisant l'autarcie nord-coréenne. Donald Trump est convaincu qu'il faut maintenir dans un état de grande faiblesse la Corée du Nord, mais plus l'économie nord-coréenne se développera et plus elle se développera en direction de la Chine, plus nous aurons des moyens d'influence sur ce pays. Et donc, il est important de briser l'autarcie nord-coréenne par la création d'une zone économique commune avec la Chine qui augmentera les dépendances.
Et le même raisonnement, d'une certaine façon, même si les situations sont très différentes, vous avec l'Iran, isoler l'Iran dans le coin d'une pièce, maintenir dans un état de grande fragilité économique l'Iran, c'est évidemment beaucoup plus dangereux que de mieux insérer l'Iran dans l'ordre régional et international, ce qui fait que l'Iran non seulement s'ouvre au bénéfice des factions les plus réformatrices du pays, et non pas les plus conservatrices, qui sont en même temps les plus militaristes, et donc plus l'Iran aura intérêt au développement et à la paix. Troisième processus qui me paraît important à enclencher, c'est le rapprochement, voire la réunification entre les deux Corées. En général, on écarte d'un revers de main cette question parce que la Chine, justement, n'y est pas favorable, la Russie non plus, ils sont favorables au statu quo, mais je pense que nous manquons d'imagination et que dans des stratégies de long terme, il ne faut rien laisser de côté. Cette option n'est pas totalement irréaliste. Bien sûr, elle pose des questions décisives, mais pour avancer dans ce sens, il y a des préalables importants. Le premier préalable sur lequel nous pourrions travailler, c'est un traité de paix. Il n'y a pas de traité de paix entre la Corée du Nord et la Corée du Sud pour mettre fin à l'armistice provisoire dans la continuité de l'armistice de Panmunjom en juillet 1953, qui inclut la Corée du Nord, la Chine et les Nations Unies. Je rappelle que nous sommes, nous, Français, signataires. Il y avait un bataillon français qui s'est battu en Corée. Nous sommes signataires de cet accord. Il faut ensuite, deuxième étape, deuxième préalable, tracer les frontières d'un État indépendant en exigeant une neutralisation totale via le départ de toutes forces étrangères. Enfin, le processus de réunification pourrait enclencher, bien sûr, sur une très longue période de plusieurs décennies, avec des questions centrales pour avancer dans cette direction, en particulier les écarts de richesse, sans doute la plus grande difficulté à résoudre. Cela supposerait des garanties internationales en matière d'investissement chinois, russes, français, allemands, américains, pour reconstruire l'unité et réduire les écarts entre les deux pays de la péninsule. Alors la Chine et l'Europe ont aussi besoin de nouveaux axes de croissance. Je suis toujours dans la même idée. Comment faire en sorte qu'il y ait un partenariat entre l'Europe et la Chine puisse conduire à mieux stabiliser notre planète? Et il est devenu urgent, à mon sens, de répondre à la main tendue par la Chine avec la nouvelle route de la soie. Vous le savez, la route de la soie, c'est la nouvelle route de la soie, c'est la grande ambition chinoise. Cela signifie qu'il faut donner une chance à ce projet. Et il y a aujourd'hui un profond décalage entre le silence européen et la mobilisation chinoise sur ce dossier. Alors rappelons, la nouvelle route de la soie, ce que les Chinois appellent OBOR, One Belt, One Road, c'est d'abord une initiative économique très audacieuse. Ce projet Une ceinture, une route, lancé en 2013 par le président Xi Jinping, il sert bien évidemment les intérêts de la Chine en lui offrant des débouchés à l'étranger, mais elle ambitionne également d'inventer une nouvelle logique de partenariat transnational en articulant croissance et développement. Ce n'est pas un hasard si l'accent a été mis sur le développement des infrastructures pour décloisonner et stabiliser les régions à risque d'Asie centrale ou d'Asie du Sud-Est. De nombreux projets ont été mis en avant, le corridor transanatolien de gaz naturel pour l'Azerbaïdjan ou le système de gestion des eaux usées aux Philippines. Ce choix chinois de développement des infrastructures, il est intéressant parce qu'il vise à stabiliser politiquement ces régions, qui sont souvent des régions autour de la Chine, voire même des provinces chinoises, celles du Xinjiang ou du Tibet, qui leur apparaissent menacées par l'islamisme et par le terrorisme. Le pari, il est économique, donc, faire en sorte de stabiliser politiquement ces régions, faire en sorte aussi de créer davantage de liens. Qui dit infrastructure dit davantage de liens, un dialogue plus grand, une meilleure compréhension, mais surtout une élévation du niveau de vie des populations très pauvres encore de toutes ces régions, et à partir de là, régler les grandes difficultés et les inquiétudes qui sont celles de la Chine, tout en vendant bien sûr plus de produits chinois. Cette initiative, elle a également une ambition géopolitique. En réactivant l'héritage partagé des routes de soie médiévales, elle est devenue en 5 ans le pilier de la diplomatie chinoise pour s'ouvrir au monde, pour construire la paix. Le développement et l'intégration territoriale, ce sont ces réponses à la propagation du terrorisme, je le mentionnais, en Asie centrale, en Afrique de l'Est, au Moyen-Orient. Des pays aujourd'hui comme le Bangladesh sont la cible de groupes terroristes comme Al-Qaïda, comme l'État islamique, et la Chine considère que le meilleur moyen, c'est bien sûr le développement. Enfin, je l'ai dit, il s'agit
d'une initiative à vocation culturelle, et c'est tout à l'honneur du président de la République française d'avoir souligné l'héritage de nos deux pays et les interactions possibles, en particulier artistiques, avec l'organisation d'une exposition en France sur les routes de la soie et intellectuelle, avec le lancement d'un institut européen de sinologie. Mais plus que d'une simple prise de conscience, nous avons besoin d'une mobilisation pragmatique en Europe pour faire en sorte que cette nouvelle route de la soie, le président l'a dit, fonctionne à double sens. Donc il nous faut des instruments d'échange et de débat en multipliant des ONG, des organisations, des think tanks capables de nourrir les idées entre nos deux ensembles, la Chine, l'Europe, la France. Deuxièmement, il nous faut des instruments de financement qui sont encore insuffisants aujourd'hui. Les synergies ne sont pas assez importantes entre les grandes institutions financières, avec d'une part la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, le Fonds de la route de la soie, la Banque chinoise de développement, et d'autre part la Banque européenne d'investissement et les banques publiques de chaque État membre, créée en 2015 avec un capital de 100 milliards de dollars et entre 60 et 80 pays. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures est un premier succès vers le financement de projets transnationaux. Sur les questions de finances vertes, elle pourrait s'associer par exemple à la Caisse des dépôts et consignations pour développer les énergies durables dans certains États tiers. Enfin, il nous faut des outils de coordination. La création d'une agence sino-européenne de la nouvelle route de la soie, sous co-tutelle de la Commission et du gouvernement chinois, donnerait au projet une cohérence d'objectifs et de vision. Voilà les trois messages que je voulais vous passer ce soir. Dans un monde dangereux, plus que jamais, la relation entre la Chine et l'Europe est un gage de stabilité, est un gage aussi de la participation de l'Europe, de la participation d'un pays comme la France aux affaires du monde. Donc, l'enjeu d'un partenariat avec la Chine, c'est aussi un enjeu d'efficacité face aux grands défis du monde, qu'il s'agisse du risque climatique, de la menace nucléaire, des cyberattaques ou du terrorisme. Et ma conviction, c'est fort que des quelques succès récents que nous avons eus sur la scène internationale. Je pense à la signature en 2015 du premier grand traité universel, la COP21, sur les grands sujets d'environnement. Je pense également, toujours la même année, une année riche, l'année 2015, à l'accord qui a été signé en juillet 2015 sur l'Iran, en suivant cet objectif d'entente, de partenariat. Nous sommes susceptibles ensemble d'apporter des réponses à un monde difficile, complexe et malheureusement souvent de plus en plus dangereux. Merci.